c'est ça que je trouve ça merveilleux chez De Gaulle, c'est que c'est quelqu'un qui est pas, il se courbe pas, il ne subit pas. Il est droit, c'est l'homme, c'est un homme entier, avec toute sa palette, tous ses registres qui constituent un humain. Il les a. Il y a cette fameuse histoire, c'est après la guerre, où il aurait croisé Massu, le général. Il lui aurait dit alors, Massu est toujours aussi con. Et l'autre lui aurait répondu, toujours gaulliste, mon général. C'est super drôle. Et en plus, ils ont un humour, les militaires. Franchement, les soldats, ils ont un humour qui leur est bien propre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture, consacré cette semaine à l'histoire et au cinéma, à l'histoire au cinéma, à l'occasion de la sortie en salle ce mercredi du film Événement d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, l'âge de fer, premier volet d'un diptyque consacré à l'épopée gaulienne de 1940 à 1944. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau la co-scénariste du film, Bérénice Villa, qui nous dira comment elle s'y est prise pour adapter notamment la biographie de l'historien britannique Julian Jackson pour écrire le scénario de cette fresque particulièrement réussie. Avec nous aussi l'immense comédien qui a la lourde tâche d'incarner le général de Gaulle. Il le fait avec une justesse sidérante, Simon Abkarian, un habitué des rôles historiques, on en parlera avec lui tout à l'heure. Également avec nous Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire, dont le prochain numéro sort cette semaine aussi, consacré aux 250 ans de l'indépendance américaine, 4 juillet 1776, l'invention des États-Unis. Et avec nous enfin Virginie Giraud, historienne, spécialiste de l'Antiquité, mais pas seulement, animatrice et productrice des podcasts Historia, le dernier consacré bien entendu à De Gaulle, l'homme de la France libre. Virginie et Geoffroy nous donnons leur coup de cœur bien entendu en fin d'émission. Alors les films historiques ont la cote en ce moment depuis plusieurs mois, notamment au Festival de Cannes où on a pu voir Moulin, Notre Salut, mais bien entendu aussi ce film d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, l'âge de fer, présenté hors compétition et qui sort en salle ce mercredi. Une fresque grandiose qui montre les débuts de l'épopée gaulienne depuis la campagne de France où le général de Gaulle, fraîchement promu général de brigade à titre provisoire, s'illustre à la tête de son escadron de chars à la bataille de Montcornet jusqu'à l'assassinat de l'amiral Darlan en décembre 1942. Il y a déjà eu beaucoup de films et de téléfilms consacrés à De Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale, mais le film d'Antonin Baudry est sans conteste le plus réussi, le plus ambitieux, le plus singulier aussi en ce sens qu'il ne relève pas de la géographie. Antonin Baudry a parfois souvent préféré l'image à l'icône. Il écorche un petit peu la statue du commandeur et surtout il s'étend sur un spectre très large, à la fois d'un point de vue formel, puisqu'on a à la fois des batailles grandioses comme celle de Bir Hakeim, qui est l'acmé du film, absolument exceptionnel, on en parlera longuement, des moments plus intimes également, plus intimistes même, et puis d'un point de vue scénaristique, puisque parallèlement au destin du général de Gaulle, il s'intéresse, et Bérénice Villa va nous expliquer pourquoi, puisqu'elle a coécrit avec lui le scénario du film, au destin d'un jeune résistant prénommé Fernand, dont l'acte final qui clôture ce premier volet modifiera en substance le destin du général de Gaulle lui-même. Mais ma première question, Bérénice Villa, vous êtes professeur, enseignant, vous avez enseigné à Columbia, vous avez aussi écrit ce livre, Le style français, formidable, un beau livre aux éditions Assouline il y a quelques années, et vous avez donc co-scénarisé. Ma première question, pardon, mais pourquoi adapter la biographie du général de Gaulle par un écrivain britannique? Quelle idée saugrenue. Il y a des centaines de biographies de général de Gaulle, mais vous avez choisi Julian Jackson. Pourquoi? Pour servir de base à ce scénario. Je vous rassure, j'ai lu les autres biographies françaises. C'était justement ce que vous disiez tout à l'heure, avoir une vision différente de celle qu'on nous enseigne ou qu'on peut retrouver de statut de commandeur. Avoir cette vision qu'ont eu les Britanniques qui l'ont accueilli, qui l'ont soutenu, les Américains, et justement permettre de retrouver l'homme derrière cette icône, ce personnage qui est certainement l'homme le plus important du XXe siècle dans l'histoire de France. Vous trouvez que dans les biographies françaises, il n'y avait pas cette distance nécessaire, justement ? Si, le travail d'historien était absolument incroyable, mais
j'étais à la recherche, justement, nous étions à la recherche d'essayer de percevoir comment cet homme très seul avait réussi à convaincre les gens qu'il avait accueillis, en particulier Churchill, parce que sans Churchill, il n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'il a fait, évidemment, et un point d'entrée. On voulait vraiment retrouver l'humain et avoir un point de vue original, on va dire, qu'on n'avait pas encore fait. Et bon, tout ça, ça a été vraiment le fruit d'une longue recherche. Je crois que vous avez travaillé 6 ans, c'est ça, sur le. Oui, pas sur le scénario, oui, mais seulement. Mais ça a bien montage. pris 2 ans, 2 ans, jusqu'à d'abord essayer enfin, c'est une période que je connaissais, mais de la connaître au mieux, puis après que ça décante, et essayer de trouver les points d'entrée pour ces films, pour rendre une partie, on va dire, véridique, être dans le réalisme. Aussi. Voilà. Geoffroy Caillet, vous qui aviez vu beaucoup de films consacrés à De Gaulle, justement dans ce film-là, dans l'écriture, en tout cas dans le scénario, après évidemment on parlera de la réalisation et de l'interprétation, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus singulier, de plus original ? Eh bien, à peu près ce que vous dites, c'est-à-dire cette distance vis-à-vis du général de Gaulle, qu'on voit rarement sous la caméra des réalisateurs français, une dimension qui tient presque à la BD, évidemment, on pense à De Gaulle à la plage, et peut-être que c'est génial. Évidemment, l'identité d'auteur de Antonin Baudry, qui est d'abord auteur de bande dessinée, a peut-être joué dans cette dimension-là. Qui avait signé notamment Quai d'Orsay. Qui avait signé Quai d'Orsay, qui a lui aussi fourni un film formidable. Peut-être que cette dimension un petit peu de BD est la plus singulière dans la présentation du général de Gaulle, parce qu'effectivement, il y a des scènes qui se succèdent. Je pense à la scène des moustiques. On met de l'anti-moustique quand il arrive en Afrique. Les moustiques ne piquent pas le général de Gaulle. Et la scène d'après, on a l'impression que c'est la vignette en fait, d'après, la case d'après. Il est au lit avec la malaria. Et cette liberté dans le traitement du général de Gaulle m'a semblé effectivement assez savoureuse, parce que je pense qu'elle approche quelque chose de très vrai de sa personnalité, c'est-à-dire une certaine idée de lui-même qui transparaît dans tous ses mémoires, etc. Mais par le prisme de l'humour. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'inattendu, en même temps quelque chose de très juste. C'est un dosage, j'imagine, dans l'écriture du scénario, parce qu'il y a des scènes qui relèvent, comme le dit Geoffroy, vraiment de la comédie. On n'imagine pas De Gaulle faisant la comédie. Là, grâce à Simon Abkarian, on voit De Gaulle jouant la comédie. Mais vous, quand vous l'écrivez, vous pensez à mettre beaucoup de comédie, justement, pour rythmer différemment et puis changer d'un film classique Déjà, quand on lit la biographie de Julian Jackson, il y a quand même des passages très très drôle, justement, ces interactions avec les Anglais. La première fois qu'il le voit, c'est un personnage extrêmement étrange. Quand on lit après les mémoires, surtout les mémoires, quelques carnets, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait, essayer de trouver d'autres points de vue, par exemple, la première rencontre avec Diego Brosset, ou l'Armina, etc. C'est aussi cet aspect du personnage, un peu un personnage qui ne fait pas contemporain à ses contemporains, de par son physique, sa façon de parler, cette espèce de raideur. C'est un homme extrêmement grand. C'est très rare des hommes d'1m93 dans ces années-là. Et pour moi, c'était très important, justement, de trouver d'autres perspectives, parce que j'avais ce souvenir qui remonte à très loin, quand j'avais vu, je crois que c'était le film Paris brûle-t-il, non ou de René Clair. René Clair. Voilà, qui, quand il avait sorti ce film, on voyait De Gaulle seulement de dos, et on lui demandait pourquoi vous ne l'avez pas fait jouer. Et il avait répondu, on ne représente pas Dieu, quelque chose comme ça. Oui, ou ne représente. Ah oui, c'est quand je faisais mes études, je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé. Donc on le voyait comme ça, même dans l'Armée des Ombres, quand Cavaillé. C'est des silhouettes, quoi. C'est des silhouettes. Donc. En fait, comparé à Churchill, où je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu 65, peut-être maintenant plus, de films sur Churchill, finalement, en France, de films sur De Gaulle, il n'y en a pas eu tant que ça. Vraiment pas beaucoup.
Et surtout incarné comme vous le faites, Simon Abkarian, je ne veux pas vous faire l'injure de vous présenter, ça fait plus de 40 ans que vous arpentez les théâtres, depuis le Théâtre du Soleil, et puis même vous aviez commencé aux États-Unis, vous avez obtenu des Molières, notamment pour Electre des Bas-Fonds, vous avez aussi joué évidemment au cinéma, beaucoup de rôles historiques, évidemment inoubliable dans le rôle de Missak Manouchian. Passer de Missak Manouchian à De Gaulle, il y a une forme de logique pour vous Oh non, je ne sais pas si c'est logique ou prédestinal, mais il se trouve que peut-être que tout ce qui concerne un petit peu les impossibles, les solitudes et les héroïsmes me parle. Je ne sais pas, moi qui suis dans le confort et dans un pays qui me le propose, qui me le donne. Mais dans notre famille, le fait de l'honneur a toujours été un facteur très très important pour nous. Et ça remonte aux Grecs, c'est-à-dire que chez nous on parlait autant d'Hector et d'Achille que du général de Gaulle. J'imagine que quand on vous propose le rôle du général de Gaulle, il y a un petit moment, ou un grand moment d'hésitation, de sidération, de surprise, de fierté, d'angoisse, c'est tout ça mêlé. Ouais. Tout ça mélangé, enfin pas mélangé, qui se succèdent. Ouais. Donc ça peut être la première réaction, c'est quoi alors je suis surpris d'abord, surpris de dire pourquoi moi, parce que c'est toujours surprenant quand quelqu'un vous propose un rôle. Pour moi, c'est jamais acquis. Et quelqu'un vous propose d'entrer dans sa maison, c'est toujours un petit peu surprenant. Et ensuite, après la lecture du scénario, gros vertige, gros doute. Ouais. Et à force de parler avec Antonin et de travailler avec lui de lecture après lecture, je vois par où il veut passer. Enfin, je pressens par où il veut passer, mais je ne vois pas la totalité. Tant qu'on n'a pas mis le pied sur le plateau devant la caméra, on ne peut pas savoir. Parce qu'il se passe des choses à ce moment-là, entre action et coupé, que toutes les préparations du monde n'avaient pas prévues. Et vous-même, vous êtes tenu à vous plonger dans beaucoup d'images ou de textes concernant De Gaulle, parce que vous connaissez évidemment le général de Gaulle, mais vous êtes allé dans des détails, justement. Oui, j'y suis allé. J'aimerais commencer par dire que le scénario fut ma feuille de route intérieure. Et je n'ai pas voulu lire autre chose que ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas plongé dans ses mémoires. J'y suis en ce moment. Si j'ai lu Le fil et l'épée, le fil de l'épée. Et là, vous avez une mémoire de guerre. Et voilà. Et ça, les images, je les ai regardées un peu jusqu'à ce que je ferme l'ordinateur et me dise, je vais pratiquer mon art, c'est-à-dire ce qui consiste à imaginer l'autre. À imaginer l'autre, à le servir au plus près de l'écriture. Avec toujours un côté impressionné, où justement vous avez voulu, comme Antonin Baudry, vous débarrasser de l'icône en disant il faut que je me mette nul quoi, pour être moi-même aussi. Le fait d'être impressionné reste toujours. Il faut juste mettre les morts à la bouche de ce démon qui voudrait vous faire tomber du cheval, de son dos. Mais non, c'est toujours là, en fait. Mais c'est par le travail et la connivence qu'on a eue ensemble. Parce que souvent, on dit les acteurs cherchent des compliments auprès du réalisateur. Bon, c'est un peu réducteur et dommage c'est insultant envers mes collègues et camarades qui sont actrices et acteurs, mais c'est la connivence qui a été importante. C'est-à-dire cette intime connivence qu'on a eue ensemble sur le plateau. Intime connivence qu'on voit bien. Je vous propose, avant, Virginie, nous disiez un petit peu ce que vous pensez de tout ça, de regarder la bande-annonce de ce film donc, qui vient de sortir ce mercredi en salle, La bataille de Gaulle, l'âge de fer. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose ? Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous? Nous. You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers. Perhaps we need to talk to Roosevelt. No. Anthony, we need to win this war. Une seule bataille décidera de tout.
et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever ton commandement. Je n'ai pas d'autre option. Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus. Nous, les Français libres. J'y arriverai. Nous ne reculons pas. Nous ne nous soumettons pas. Je suis seul face à l'Amérique et seule l'Amérique compte. La bataille de Gaulle, l'âge de fer d'Antonin Baudry, vous avez vu que le casting purement historique, non seulement cinématographique, mais historique et spectaculaire. De Gaulle, Churchill, Roosevelt, Darlan, Muselier, on a vu passer la silhouette de Jean Moulin aussi, évidemment Leclerc et tant d'autres. Virginie, ce film, je sais que vous l'avez aussi beaucoup aimé. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? J'ai beaucoup aimé, et puis contrairement à vous, moi je ne suis pas un public de cinéma, moi je suis fan de séries, donc je suis encore beaucoup plus difficile à convaincre. Et j'ai trouvé dans votre film le souffle qu'on voit maintenant dans les très bonnes mini-séries. D'ailleurs, on peut presque se dire qu'en 5 heures, vous avez fait une mini-série que vous mettez au cinéma. Ça marche très bien, ça va vite, il y a beaucoup de très bonnes phrases. Moi qui suis auteur, j'écoute aussi le texte, donc bravo à vous et à Antonin Baudry, parce qu'il y a des moments où je dis « Ah vraiment, c'est bien trouvé cette phrase ». Et donc j'ai aimé parce que je n'ai pas regardé ma montre, j'étais émue. Et puis la bataille de Bir Hakeim, elle est exceptionnelle. J'avais vraiment envie de pleurer dans la salle. Donc j'étais touchée, et puis on reparlera de Suzanne Travers aussi, que vous avez très bien mis en scène. Tout est très malin dans ce film, et quand ça s'arrête, eh ben on se dit, bon, on a envie de revenir demain pour voir la suite. Et puis effectivement, vous jouez un monument. C'est extrêmement compliqué de jouer De Gaulle. Et vous avez parlé du travail, et Alexis Grus disait, l'art, c'est le travail effacé par le travail. Et je pense que ça a vraiment du sens dans ce que vous avez fait, parce qu'il faut trouver la scansion de De Gaulle, la posture de De Gaulle, mais il faut laisser de la place à votre jeu d'acteur aussi. Et vous avez très bien réussi à incarner ce monument de l'histoire de France. La place, on la trouve quand on construit la prison dans laquelle on va s'enfermer. Cette liberté-là, on peut la trouver que dans l'enfermement. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas quelque chose de global, l'enfermement. Je me suis enfermé d'abord dans ce texte, et ensuite dans le cadre, et dans le corps de De Gaulle, sur lequel Antonin et moi nous étions mis d'accord. Donc c'est dans cet enfermement qu'on arrive à créer du souffle et de la liberté. Pour moi, le réalisme mortifère, on va dire, où il s'agit de jouer soi-même. Moi-même, 10 moi-même sont largement insuffisants pour l'incarner, ce personnage. Donc il a fallu que je mette en branle tous les outils dont je dispose depuis 40 ans, parce que souvent les gens ils disent comment tu t'es préparé pour le De Gaulle. Ça fait 40 ans qu'en fait je le fais, parce que je me pose la question de qu'est-ce que ça veut dire quelle est cette responsabilité que de prendre en charge la représentation d'un humain. Qui plus quand il existait. Et qu'il ait existé ou pas, qu'il soit fictionnel ou pas, que ce soit Shakespeare ou Eschyle ou Euripide, et là c'est De Gaulle, et là cette responsabilité, elle prend c'est puissance 10, quoi. C'est-à-dire que là je dois être vraiment... On ne peut pas mentir, il ne peut pas y avoir un geste qui soit une espèce de mouvement de cap d'acteur. Parfois, on est tenté de le faire, parce qu'il n'y a pas la rigueur en face, il n'y a pas le regard qui est ferme en face, comme celui d'Antonin Baudry, parce que parfois on se relâche, parce que parfois on est feignant. Et, non, mais tout ça nous guette aussi. Et c'est vrai qu'incarner ce personnage nous interdit tout ça. Parce que lui, il s'est tout interdit aussi. Il s'est tout interdit. Il s'est interdit le moindre de céder le moindre pouce de son territoire intérieur, sachant que s'il le faisait, il aurait été broyé par la machine nazie et vichiste. Donc c'est merveilleux et presque honorable du point de vue de mon métier d'acteur. C'est parce que ça me confirme des choses en tant qu'humain et acteur. Parce que on est confondus, l'acteur et l'humain, ils ne sont jamais séparés. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir ? Parce que De Gaulle, c'est un personnage qui, du point de vue extérieur, est très caricaturable. Il a une haute taille, il a cette raideur qui est vraiment sa colonne vertébrale, et puis il a des tics, il a des mimiques qui sont assez inimitables. Or, vous avez réussi à composer un personnage à partir de tout ça, sans en faire justement une caricature sur pied. Comment est-ce que vous avez procédé
pour vous dire, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Antonin Baudry qui vous a dit tel geste, c'est vraiment caractéristique, il faut le garder? Comment est-ce qu'on arrive à doser dans son jeu et au long du film? Ça vient du texte. Ça vient du texte. En fait, c'est le texte qui me dicte. Ouais. Quand je suis en face de Churchill, c'est écrit, il est en face de Churchill. Il est écrit, il prend une chaise, il la brise, c'est écrit. Ouais. Donc moi, il faut que je sois précis dans où je vais jeter la chaise, parce qu'il y en avait que 3. 3 prises. Il a réussi. Vous l'avez pas limité. Vous l'avez vraiment cassée ou elle était cassée? Non, elle était pré-cassée. Et je l'ai cassée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que budget chaise, pas illimité. Non, mais il voulait. Je vous dis, où veux-tu qu'elle tombe? Il m'a dit là. La caméra est là, je veux qu'elle tombe là. Je l'ai fait tomber là. Ouais. Et si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que la précision est une forme poétique en soi. Si on est imprécis, on devient illisible. C'est comme un livre, quand on tient un livre comme ça, si je fais ça, vous n'allez pas le lire. En revanche, moi, mon travail, c'est de rendre la chose lisible et de tourner la page ensuite pour que la personne, que ça le rende lisible et en même temps mystérieux. Parce que quand je suis en face, par exemple, de Roosevelt, il me dit des choses horribles, cet homme. Et quand il m'insulte, c'est la France qui l'insulte, parce qu'il se dit « je suis la France ». Donc, et j'avais décidé de masquer, de faire aucun commentaire avec mon visage. Donc, je le regardais comme ça. Et lui, il faisait son travail d'acteur et de président. Et pour moi, c'était important de masquer ça, de ne pas trahir De Gaulle à ce moment-là. C'est-à-dire, De Gaulle joue, et moi, je dois jouer De Gaulle qui joue. Donc, c'est un peu... En plus, parce que c'était un acteur. Ouais. Pas très bon au début, il faut dire. C'est toujours que c'est un acteur extraordinaire. Au début, il est un peu raide, et puis il comprend très vite qu'il va falloir mettre des bras, mettre du regard. Pour la scansion et son phrasé, il n'y a pas de problème, parce que sa pensée est forte. Son érudition, elle est... voilà, il a mangé du papier et bu de l'encre toute sa vie. Il est fort. Mais sa parole est porteuse de son idéal, de son combat. Sa parole, c'est ça qui m'a aidé. Son corps, il a fallu qu'on aille le chercher avec Antonin. Bérénice, quand vous écrivez les scènes entre Churchill et De Gaulle, c'est quasiment des scènes de théâtre que vous écrivez, non? C'est des dialogues, on a l'impression de voir des scénettes de théâtre. Est-ce que c'est la même écriture que quand vous décrivez justement d'autres moments où vous pensez un peu théâtre, en plus avec 2 acteurs, que ce soit Simone Russell Bill ou Simon, qui viennent du théâtre? Quand on écrit le scénario, de toute façon, il faut que ça passe. On n'a pas vraiment de didascalie, donc il fallait que ça passe par les mots, par la position des acteurs, etc. Après, la chance que nous avons eue avec Antonin, c'est qu'il y a plusieurs... toutes les formules, les bons mots ne sont pas forcément créés par nous. Oui. Certains, je ne peux pas les révéler. Mais dans les minutes de l'époque de la diplomatie, il y a vraiment des choses qui étaient telles quelles. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Et il faut le montrer. Après, c'est vrai que c'est pas... on est loin, justement, de l'image d'Épinal, de 2 grands hommes. Non, c'était des hommes dans une période dramatique, avec un poids sur les épaules, de solitude aussi, parce que l'Angleterre est toute seule, résiste toute seule pendant 2 ans, qui s'affrontent, 2 hommes qui se ressemblent, pas physiquement, mais qui parlent la même langue, qui parlent... en termes de millénaires. La France n'a pas disparu en 40. Il se compare à Clovis, quand même, De Gaulle, quand il arrive. Oui, mais allons-y. Quand Churchill le rencontre, il fait « Oh, vous êtes le commandeur ». Lui aussi, il le compare, il voit quelque chose, il le dit, il l'écrit. Quand j'ai vu... arriver ce général 2 étoiles, qu'il avait déjà rencontré déjà en France et qu'il avait déjà remarqué, justement. Qu'il avait déjà remarqué. Et voilà. Donc oui, c'est vrai que ça, c'était un plaisir. Et puis après, avec les interprètes qu'on a eus, tous, bon, bien sûr, Simon... Mais voir après l'incarnation... Mais quand vous écrivez le scénario, vous ne savez pas encore qui va interpréter. Antonin vous a parlé de Simon, j'imagine, assez vite, mais les autres... moi, j'ai parlé de Simon assez vite. L'inverse, pardon, encore mieux. J'avoue que j'avais Simon en tête depuis pas mal de temps. Mais par exemple, Virginie évoquait la bataille de Bir Hakeim, qui est absolument exceptionnelle dans le filmage, et Benoît Magimel, en général, Koenig, il est splendide. Il est incroyable. Magnifique. Il est magnifique. Et ça revient pareil, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de didascalie. Ils ont eu l'élégance
Bérénice et Antonin, de ne pas gaver le texte de Didascali et de laisser notre imaginaire libre, être libre de son travail. Et surtout, le texte était tellement puissant, les scènes, il n'y en avait pas besoin. Il n'y avait pas à dire, à ce moment-là, De Gaulle craque. Parce que De Gaulle craque, il n'y a jamais eu ça. Et pareil pour Benoît. Ils n'ont jamais eu les booms, ils n'ont jamais eu les explosions. Il a tout imaginé, tout le monde a tout imaginé. Et voilà, encore une fois, je parle d'honneur, il fait honneur à son travail, à notre travail. On va parler effectivement de cette bataille de Bir Hakeim. Et là, Virginie, qui est une spécialiste de l'histoire des femmes, vous deviez être contente parce qu'on voyait, cette fameuse Suzanne Travers. La Miss, fantastique. Et je pense que ce sera une surprise pour beaucoup de personnes qui auront. On va croire que c'est faux d'ailleurs, je pense. Certains vont croire que c'est faux. Il y a beaucoup de choses parce qu'on le connaît, on le sait pas. On le sait pas. C'est ça. Je pense que le premier réflexe d'une bonne partie des spectateurs, parce que Suzanne Travers n'est plus connue aujourd'hui, vont se dire tiens, c'est quoi ces woke qui ont rajouté une femme au milieu de Bir Hakeim? Mais non, elle est là. Et d'ailleurs, elle est très bien castée, je trouve, parce qu'elle rappelle quelque chose du visage de Suzanne Travers. Ce n'est pas elle. En régie, non. Non, elle a un visage beaucoup plus carré, la jeune fille que vous avez choisie. Noémie Schmidt. Voilà, c'est ça. Et Suisse, je crois. Oui, extraordinaire. Et cette femme, donc Suzanne Travers, qui est quand même un personnage extraordinaire, comme on produit cette époque. Mais elle était, elle aussi, déjà en préparation, de même que De Gaulle, adolescent, se rêve sauvant la France. Elle est fille de quelqu'un, d'un soldat, d'un amiral, je crois, un amiral britannique. Exactement, britannique. Elle s'installe en France quand elle est jeune, elle vient de l'aristocratie, elle a une très bonne éducation, elle adore le sport, elle fait du tennis, elle rêve d'émancipation. Et quelque part, la guerre lui offre une possibilité d'émancipation. Elle devient infirmière très vite. Et ensuite, lorsque la France cesse le combat, elle décide de rejoindre De Gaulle, elle n'est pas française, donc elle intègre la Légion. C'est quand même très étonnant, la Légion étrangère pour une femme, il n'y a pas de femme dans la Légion. C'est la seule. C'est la seule, et oui, elle est reconnue. Et puis c'est là aussi qu'on voit que les femmes qui ont un caractère extraordinaire sont très bien admises dans les milieux masculins, parce qu'elle n'a jamais eu aucun problème avec les hommes de la Légion, elle était un peu mère, un peu confidente, elle les secouait quand il fallait aussi, et elle tisse une relation avec Koenig qui va jusqu'à la relation amoureuse, mais on peut les comprendre dans ce contexte. Et ce que vous montrez très bien dans le film, c'est qu'elle est là pendant Bir Hakeim. Elle subit l'angoisse de cette bataille comme les autres, elle tient comme les autres, c'est pas une forteresse. Surtout qu'elle n'est pas là au début, je crois qu'elle demande à revenir, c'est un peu comme le soldat qui demandait à sauter de Dien Bien Phu alors qu'il savait que c'était historiquement, en fait, elle voulait pas, elle n'était pas douée comme infirmière. En revanche, c'était une très très bonne conductrice. Ça, c'est certain. Oui, c'est ça. Et Yvon, elle va dire, moi je sais très bien conduire. Et il y a eu justement les chauffeuses, je ne sais pas si on dit comme ça. Des chauffeurs. Oui, mais les pilotes. F. Curie aussi était celle qui conduisait la voiture de Delattre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un des rôles. Et puis c'est l'époque aussi, en parlant d'une autre joueuse de tennis, en fait, je veux dire, quand on commence à creuser ces moments-là, c'est chaque figure. On pourrait sont faire un des film héros. sur chacune d'entre elles, Il y a, comment elle s'appelle, Suzanne. Non, c'est pas. Simone Mathieu, championne de Roland-Garros, qui rejoint De Gaulle dans les premiers jours et qui va former. En fait, c'est les premières femmes qui intègrent l'armée. Bien sûr. Une sportive, et elle va former les femmes qui se trouvent à Londres et qui rejoignent, souvent des gens très très jeunes, parce qu'ils sont tous très très jeunes. Et puis il y aura les Rochambelles aussi. Et les Rochambelles qu'on verra un petit peu plus tard. Ouais, j'imagine, dans la deuxième partie, parce qu'elles font plutôt le débarquement en 1944. Geoffroy ? Oui, moi, concernant le film, alors on sait que le cinéma, c'est évidemment l'art de l'ellipse par définition, mais évidemment, quand il s'agit d'un film historique, ça pose aussi de grandes difficultés, parce qu'il faut que les spectateurs comprennent et que l'histoire a tendance à se simplifier, même dans la narration qui en est faite dans les livres, donc à plus forte raison au cinéma, c'est un vrai pari. Et je me demandais, c'est peut-être aussi un reproche que je ferais dans certains aspects du scénario, on a dit que De Gaulle était présenté de façon assez amusante, un peu comme un chevalier blanc qui part comme ça, tout seul. Et de fait, il a été solitaire dans toute cette première partie de son combat. Mais est-ce que ça tend pas aussi à dépolitiser le personnage ? C'est-à-dire que De Gaulle, c'était un homme politique, il était sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de Paul Reynaud, il connaît très bien le personnel de la Troisième République, il connaît évidemment très bien le maréchal Pétain, et ça n'apparaît pas dans le film.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il mène son combat de ce côté-là, et il a aussi un projet politique. Bien sûr qu'il veut libérer la France, mais on va le voir dès l'arrivée de Giraud, il va mettre Giraud de côté. Et cette dimension-là, c'est vrai que n'est pas très sensible, je pensais à ça. Et puis peut-être la deuxième, qui est aussi la simplification. Alors c'est vrai que le film montre beaucoup De Gaulle et l'Afrique, De Gaulle et ses tentatives pour prendre pied en Afrique. Mais quand on voit le monde de la collaboration, il se réduit à peu de choses, parce que Pierre Laval, par exemple, n'existe pas. On voit que le maréchal Pétain. Or, l'artisan numéro 1 de la collaboration, c'est quand même Pierre Laval. D'ailleurs, il est renvoyé par Pétain en décembre 40. Et là, on a l'impression que voilà, c'est pour réinstaurer le match De Gaulle-Pétain, qui est d'ailleurs ce que De Gaulle a beaucoup cherché à faire après la guerre, pour se présenter comme le seul légitime. Et voilà, donc tout ça, ça a été des choix que vous avez dû faire. Comment est-ce que vous les justifiez ? En fait, très sincèrement, je ne suis pas sûre que De Gaulle était politique avant 40. Qu'il ait justement une idée de la... Il a été il a écrit les livres de Pétain, il a fait une condamnation symbolique terrible. Il a dit, je crois que c'est quand Pétain prend un poste au Maroc pendant la guerre du Rif, il dit Pétain est mort en 1925. C'est là où il a tué le père, en fait. Après, il intègre le cabinet de Reynaud. C'est encore le colonel de Gaulle, Reynaud, justement parce que lui, il veut continuer cette guerre, alors que ceux autour de Reynaud, ils veulent arrêter. C'est la débandade. Donc c'est là aussi pour qu'il ait qu'il soit audible, qu'il le nomme, qu'il le fait, je crois, fin mai, général 2 étoiles. Et, comme il le dit lui-même, j'ai toujours eu une certaine idée de la France. Après, cette idée, oui, on peut dire qu'elle est politique, mais ce n'était pas un homme des partis. Et après, il va y avoir la traversée du désert, et il va d'ailleurs très rapidement être mis à l'écart en 1947. Donc, je ne sais pas, je pense que là, c'était un homme... Quand j'ai lu la biographie, j'en ai parlé aussi, parce que quand on écrivait Antonin, heureusement, on avait Julian Jackson, qui était un petit peu notre garant, on va dire, historique. Voilà, et c'est... On se posait la question que... pour moi, c'était... je lui avais demandé à Julian, est-ce que j'ai la sensation que De Gaulle avait l'impression d'avoir raté sa première guerre. Ah, ça c'est sûr. Et il le dit. Il a essayé de... Et on trouve là déjà cette espèce de ténacité, d'endurance. Il a essayé de s'évader 5 fois. 5 fois. Mais un homme avec cette raideur d'1m93, il se faisait repérer tout de suite. Et on le ramenait en prison. Et après, je ne sais pas. Alors pour ce qui est, le film, c'est De Gaulle. De Gaulle est en Angleterre. L'existence de la résistance des différents groupes lui est dévoilée à l'arrivée de Moulin. Donc, les contacts avec la France, c'est des gens qui arrivent à lui avec de grandes difficultés. On le voit aussi, les Anglais, quand Churchill et De Gaulle ne s'entendent pas très bien, les Anglais essaient justement de recruter ces Français, mais pour leur propre service. Donc en fait, il n'est pas très très au courant, et c'est pour ça la bataille de Gaulle. Parce qu'il y a des gens, De Gaulle sans ces personnes qui se sont dit gaullistes, c'est-à-dire résistants, parce qu'après, quand ils ont découvert le personnage, ils n'étaient pas forcément gaullistes. Mais voilà, donc en fait, Darlan, quand même, je pense... C'est Darlan qui se perd en politique. C'est Darlan qui se perd en politique. Moi, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un exégète de la vie de Gaulle, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est un soldat qui avait compris très très vite que la ligne Maginot ne suffirait plus à contenir les Allemands qui se surarmaient d'armes dont ne disposait pas la France, notamment ce qu'il appelait les forces mécaniques, les avions, les chars, etc. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il rentre en politique, pour faire bouger les lignes. Il y en a une qui ne bougera pas, c'est la ligne Maginot, malheureusement. Enfin, l'histoire, on ne va pas la refaire. Et je pense que quand il arrive à Londres, moi, d'après ce que j'ai compris du monde, le peu de choses que je vois du monde, c'est d'abord sur le champ de bataille que ça se passe, et que les liens politiques se font après. C'est pas pendant. C'est-à-dire qu'à un moment dans le film, il dit « vous comprenez rien de la politique ». Lui, il a compris, mais c'est de la stratégie d'un point de vue d'un soldat.
Pas d'un homme qui veut faire carrière en politique. Après, plus tard. Mais d'un soldat et d'un rêveur aussi. Et je trouve qu'il y a cette dimension, c'est presque l'imagination au pouvoir de Gaulle annonce. C'est-à-dire que, si je puis me permettre cette expression anachronique, mais je crois Antonin Baudry, quand je l'ai interviewé, me parlait de son côté Don Quichotte. C'est vraiment un chevalier perdu, c'est-à-dire même dans la posture qu'il a et que vous incarnez, il y a un côté un peu grain de folie. D'ailleurs, Antonin Baudry dit qu'il vous a choisi aussi parce que vous avez un petit grain de folie, ce même grain de folie qu'on trouve chez De Gaulle pour prétendre, en étant tout seul, cette scène irrésistible quand il arrive le 17 juin à Downing Street et qu'il dit à Churchill qu'il s'attend à voir soit Mandel, soit Darlan, justement, qui voit ce grand échalas dans son bureau, qui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit « La France ne laisse pas ses alliés lorsqu'ils sont en difficulté. » C'est le monde à l'envers. L'autre le regarde en disant « Il suis de moi ?» C'est l'inverse. Et ça, il y a un côté fou quand même dans cette démarche. Vous assumez ce petit grain de folie dont parle Baudry à votre sujet ? Oui. Enfin, à mon sujet ? Oui, à votre sujet. Je crois que le fait d'avoir accepté le rôle, il faut déjà être un peu cintré, parce que on va passer par des endroits qui font que on va tomber ailleurs que dans justement le côté statifié et puis on va aller dans des endroits sombres. On va donner une palette entière au personnage. Et de toute façon, pour être acteur, je pense qu'il faut être un petit peu zinzin, sinon il ne faut pas faire... Enfin, après, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais je pense que s'il n'y a pas ce grain de folie, il ne faut pas s'aventurer là-dedans. Parce que ce qui est beau dans l'écriture qu'il y a, c'est que moi, je m'y suis perdu. J'étais dans un perdu. Et c'est dans ce perdu-là que j'ai trouvé les moments de vie de cet homme-là, qui sont ce qu'ils sont. On ne pourra jamais trouver De Gaulle, on ne pourra jamais incarner Hamlet. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra derrière pour le faire. C'est toujours une remise. Il y aura autant de Gaulle qu'il y aura d'acteurs qui soient capables de le jouer. Et ceux qui sont capables de le jouer, c'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit un scénario qui est déroutant d'un point de vue classique, du classicisme ou académique, on va dire, plus exactement. Donc moi, c'est le fait d'être dérouté qui me plaît. Moi, le goudron et les autoroutes, ça ne m'intéresse pas dans mon travail. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup, on tourne à gauche et on tombe dans un sentier, il faut y aller à la machette, débroussailler. Oui, comme dans la jungle, dans le Tchad. Vous craignez... Oui, pardon. Et au-delà de ça, quand on écoute Simon, qui a quand même parle merveilleusement bien et s'exprime, enfin, et puis c'est un sacerdote pour toi. Le langage, et le croire, en fait, au pouvoir des mots, de la conviction, c'est ça le quichotisme de Gaulle. Et c'est une voie. Ça, c'est un rêve qui devient une réalité réelle, ce qui n'est pas le cas chez Don Quichotte, qui reste dans son rêve. C'est une prophétie. Parce que moi, je pense qu'il a toujours voulu ce destin-là et il attendait de pouvoir le saisir quelque part. Et c'est pour ça que la Première Guerre mondiale est un drame pour lui. Il est blessé très vite dès 1914, dès qu'il arrive sur le terrain. Donc il est obligé de quitter le champ de bataille. Il est blessé une seconde fois. Il est fait prisonnier à Douaumont, tout le monde le croit mort. Mais tout ça, c'est du temps de préparation, quelque part pour la suite. Quand je regarde le destin de Gaulle, et Dieu sait que j'ai écrit un paquet de destins pour la radio, on dirait que celui-là a un scénariste derrière. Alors dites que c'est Dieu si vous voulez, j'en sais rien. Mais tout semble amener la suite du scénario. Vous voyez, vous savez, quand vous écrivez, vous dites il faut que je mette cet élément-là parce qu'il va servir là. Enfin, tout est logique. Et ce temps de préparation, je suis d'accord avec toi Geoffroy, il devient politique dès qu'il rentre au gouvernement de Paul Reynaud. Il se fait photographier immédiatement dans son bureau. Il prend plus de prérogatives qu'il n'est censé en avoir parce qu'il sait que pour sauver la France, il faut cumuler à la fois la casquette de militaire et la casquette de politique. Il sait où il va, il a une lucidité sur l'existence qui est extraordinaire, qui relève presque de la préscience quelque part. Donc c'est un personnage vraiment à part dans l'histoire. J'en connais pas d'autres en fait. Peut-être qu'on pourrait me le mettre sur un pied d'égalité avec un Jules César ou un Alexandre. Et encore, c'est pas tout à fait la même psychologie. Oui, il n'a pas conquis la moitié du monde. Quand même. Non, mais il fallait reprendre déjà la partie du monde perdu, ce qui était une autre histoire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est totalement à part dans l'histoire. Vous craignez tous les deux, vous parliez du côté déroutant du film, pas académique en tout cas, des réactions d'historiens qui vont vous titiller justement sur l'incarnation que vous en faites, Simon, ou sur l'écriture avec effectivement cette liberté de ton, ce côté presque divertissant, assumé. C'est-à-dire que ce n'est pas un documentaire sur De Gaulle, c'est un film de cinéma pour que les gens prennent du plaisir. Donc, il y a des moments, effectivement,
des scènes divertissantes. Vous craignez que les historiens... Alors vous avez, j'imagine, la bénédiction de Julian Jackson, mais d'autres historiens disent oh, c'est pas passé comme ça, on ne sait plus si c'est vrai, si c'est faux. J'anticipe pas là-dessus. Vous ne posez pas la question? Non, parce que franchement, c'est un scénario qui est sur des bases historiques très très solides. Après, comment De Gaulle tenait sa cigarette ou comment il l'éteignait, c'est un détail qui n'intéresse en fait que l'acteur, l'actrice, enfin selon qui joue, enfin je suis un acteur, et qui va donner ça au public, pourvu que quelque chose se passe. Moi, je me dis pas, il faut que je sois dans les traces de De Gaulle. Je me dis, en tant qu'acteur, il faut que quelque chose se passe pour que quelque chose se passe de l'autre côté. On peut discuter de ça, évidemment. Tout le monde peut discuter de tout. Mais moi, j'ai pas eu l'impression de rentrer, d'essayer de recréer là où il y a le musée Grévin. Oui, bien sûr. Oui. Une remarque qui m'avait été faite par plusieurs personnes à la suite de la projection à Cannes, c'est je ne m'attendais pas à sourire ou à rire. Je disais, mais vous pensez que pendant ces années tragiques, le rire ne peut pas être salvateur? En fait, les gens essayaient de vivre, de survivre, et parfois, face à des drames, il faut, voilà. Comme on ne voulait pas de toute façon présenter, l'homme était peut-être conscient, il voulait ce destin. J'ai toujours eu une certaine idée de la France, mais ça reste néanmoins un homme qui attend la venue de sa famille, un homme qui fait des coups d'éclat qui explique que c'est comme ça qu'on obtient les choses des Anglais. Et puis on le sait après pour le président de la Ve République, quand on lit dans les autobiographies, il pouvait être très très drôle. Et j'ai connu des gens qui ont vécu des périodes de guerre, des moments extrêmement difficiles. Parfois, ils en parlent en riant. Vous voyez, c'est vraiment en riant, je ne veux pas dire pour tout désacraliser, mais pour essayer cette énergie de vie, quoi. D'essayer de... Simon, par vos origines, vous connaissez bien ce sujet de surmonter des catastrophes. Oui. Par le rire, par le sourire aussi. Sinon, on ne s'en sort pas. Par le chant, par la poésie, par la danse, par aussi le détachement, et puis aussi par... Mon grand-père disait, il faut manger du pain sec en chantant, en célébrant. C'est-à-dire que c'est ça que je trouve ça merveilleux chez De Gaulle, c'est que c'est quelqu'un qui est pas... Il se courbe pas, il ne subit pas. Il est droit, c'est l'homme, c'est un homme entier, avec toute sa palette, tous ses registres qui constituent un humain. Il les a. Il y a cette fameuse histoire, c'est après la guerre, où il aurait croisé Massu, le général. Il lui aurait dit alors, Massu est toujours aussi con. Et l'autre lui aurait répondu, toujours gaulliste, mon général. C'est super drôle. Et en plus, ils ont un humour, les militaires. Franchement, les soldats, ils ont un humour qui leur est bien propre. Là, j'écoute parfois le général Yakovlev parler à la télévision. Ça frise tout le temps. Mais c'est tenu. Et c'est ça qu'on a, je pense, réussi à faire dans le film. Ça vous a changé ce film aussi, vous? Ça continue à me travailler. C'est-à-dire, souvent, les gens posent la question est-ce que tu te débarrasses? Comment tu te débarrasses? On ne se débarrasse pas de cette écriture-là, de ce personnage-là. C'est quelque chose qui va continuer à me travailler, j'espère, qui va me faire grandir dans mon humanité, dans mon art, j'espère. Et ça, au-delà des clivages politiques, ce que je veux dire par là, c'est l'exemplarité de l'homme de ce moment-là me parle et me nourrit grandement, vraiment. C'est important ce que vous dites sur l'exemplarité, parce que moi qui consomme donc plus de séries, comme vous l'avez compris, on ne donne plus aucun exemple positif d'homme à nos jeunes garçons. Si j'avais un fils, bon j'ai une fille, si j'avais un fils, je ne saurais pas quoi lui montrer pour essayer de l'élever, de lui donner des valeurs de protection, de droiture. Et je trouve que dans votre film, on a plein d'hommes qui sont exceptionnels, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de montrer. Et je pense qu'il faut montrer ce film à nos jeunes garçons en disant un homme c'est quoi? Voilà, mais qui ne sont pas sur un piédestal, encore une fois. Oui, y compris De Gaulle, qui sont humains. Auxquels on peut s'identifier parce qu'ils ne paraissent pas non plus inaccessibles, comme des héros grecs qui vous sont chers. Geoffroy, un dernier mot sur le film et puis on passe comment est-ce que vous avez eu la bonne idée, on va pas gâcher la fin du film, mais de tresser l'histoire de Gaulle avec celle du jeune Fernand, dont on ne donnera que le prénom? Ça a été la libération. C'est-à-dire que quand vous êtes devant cette masse...
de dire comment entrer, comment raconter, parce que De Gaulle, sans les moments où, je ne veux pas gâcher, mais il a ces gens qui se battent en son nom, ce général Micro. Tout le monde se dit gaulliste en venant des bords politiques les plus divers. Il a autour de lui des apatrides, comme lui d'ailleurs, vu qu'on va le déchoir de sa nationalité très vite. En juillet 40, on le condamne à mort, etc. Donc, les mémoires, que ce soit celles de De Gaulle ou celles de Churchill, je m'en suis très vite détachée, parce qu'elles sont déjà écrites pour la postérité. Ça, c'est sûr. Très, très vite, je les ai mises de côté. Mais j'avais le souvenir, et après, il y a eu un podcast sur ce Fernand Bonnier de la Chapelle, parce que je ne sais pas, je me souvenais, on se souvenait, que De Gaulle cite 3 personnes françaises dans cette période. Pas beaucoup plus, en fait. Jean Moulin, avec qui il a une espèce de connexion, ils se sont compris. Alors que Jean Moulin vient de la gauche, ils se sont compris. Parce que lui aussi avait une idée de la droiture, l'exemplarité. Il a eu sa cicatrice parce qu'il a refusé de dénoncer des tirailleurs alors qu'on lui demandait de le faire, parce que c'était faux. Leclerc. Et puis, à la fin d'une page, il raconte justement qu'un jeune homme a tué Dame. Et ça y est, je vais... Voilà. Ce jeune homme qui apparaît. Et il appelle ça la fureur juvénile. Rien que le terme de fureur, de fureur, c'est extraordinaire. Et puis, quand on a entendu ce podcast, je me suis remémoré ce personnage qui apparaissait dans les mémoires. Et après, on avait trouvé le point d'entrée. Qui permettait de faire, pas faire un film purement biographique que sur De Gaulle, mais d'avoir un contrepoint, d'une certaine manière. En fait, il va changer le destin. Et qui va quand même changer le destin de Gaulle. La bataille de Gaulle, l'âge de fer en salle dès ce mercredi. Vous pouvez y aller, non pas les yeux fermés, parce que vous rateriez 2 heures de grand cinéma, mais dans toute confiance. La suite, le 3 juillet, la bataille de Gaulle, j'écris ton nom, avec cette référence très éluardienne pour la suite de 1942 à 1944. On termine l'émission tranquillement, tous les deux, avec quelques coups de cœur d'autres films, des expos, des livres. Virginie, des livres. Qu'avez-vous dans votre besace ? Alors, il n'y a pas les visuels du coup. Alors, le premier livre que j'ai trouvé, c'est un livre d'Émilie, ça me reviendra, un nouveau livre sur les pharaons et les femmes de l'Égypte antique. Martinet, merci. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a encore une vision à retravailler sur la perception des... Merci, voilà, Émilie Martinet, les femmes de pouvoir dans l'Égypte antique. L'histoire a encore été beaucoup écrite par des hommes du 19e ou du début du 20e qui avaient du mal à concevoir que les femmes de l'Antiquité égyptienne puissent exercer le pouvoir. Or, on remet un petit peu la chapelle, l'église au milieu du village aujourd'hui, en se rendant compte que les femmes égyptiennes sont presque, pas tout à fait, mais presque les égales des hommes dans l'Antiquité, qu'il y a eu des souveraines, surtout au début de l'époque égyptienne, et que celles qui portaient le titre de vizir, c'est-à-dire l'équivalent d'un premier ministre, ce n'était pas un titre de courtoisie, c'est peut-être qu'elles exerçaient vraiment ces fonctions. Et on est en train de retravailler un petit peu ce que l'on sait aujourd'hui de ce monde antique, qui était sans doute le plus égalitaire de l'Antiquité autour de la Méditerranée. Donc des travaux assez nouveaux, avec un nouveau point de vue très intéressant. Le deuxième ouvrage que j'ai trouvé, une fois n'est pas coutume, c'est un livre jeunesse. Alors moi qui me plains tout le temps que toute la littérature sur les femmes ne sort qu'en jeunesse, qu'on n'a pas assez de grandes biographies sur les femmes, et bien là pour le coup pour un livre jeunesse il est assez bien conçu, puisque c'est un livre sur Aliénor d'Aquitaine. Mais c'est le livre dont vous êtes le héros. Moi j'adore ça, c'est mon côté un petit peu geek, j'en lisais quand j'étais ado. Donc on suit la trajectoire d'Aliénor, mais au lieu de lire une biographie classique, on prend des décisions avec Aliénor. Ça peut être un chemin pour aller à un certain château, ça peut être... quitter son mari. Elle le quitte en l'occurrence, mais qui va-t-elle voir pour l'aider à quitter son mari, puisqu'elle doit plaider sa cause, justement. Et je trouve que c'est une manière très amusante pour les jeunes de se plonger dans la vie d'Aliénor d'Aquitaine. C'est assez pointu, mine de rien, comme livre, parce que je me suis plongée dedans, ah oui, quand même. On apprend énormément de choses et c'est ludique. Donc c'est bien qu'on passe par le jeu pour découvrir ce destin. On devrait le faire pour d'autres personnages. La Reine rebelle de Sandrine Mirza. Geoffroy, avant votre coup de
cœur, notre coup de cœur à nous, c'est le prochain Figaro Histoire, bien entendu, sur les 250 ans d'indépendance des États-Unis. Oui, c'était un sujet qu'on ne pouvait pas rater. Le numéro qui sort en kiosque demain, justement, et qui revient sur cette épopée que tout le monde connaît un petit peu, mais assez incroyable, des 13 colonies britanniques qui, au bout de plusieurs décennies, se disent que le compte n'y est pas vis-à-vis de la couronne britannique et qui, pour des raisons fiscales essentiellement, et d'entrave à leur prospérité, décident de se détacher. Ça va être la Révolution américaine qui commence avec la fameuse Boston Tea Party. Et puis, évidemment, dans ces événements belliqueux qui vont durer 7-8 ans, la France intervient. Et c'est ça qui est très amusant, parce que quand on pense aux 2 guerres mondiales où les États-Unis sont venus à notre secours de façon tout à fait bienvenue, c'est aussi un rappel que la France était venue à leur secours. Alors, probablement qu'on en a tiré moins de profit qu'eux, c'est-à-dire que la France de Louis XVI, et ça dépeint le moindre des paradoxes, a aidé finalement la première grande république du monde occidental à se mettre sur pied. Et donc il y a eu cet échange d'idées finalement des 2 côtés de l'Atlantique. Et c'est vrai qu'on retient le nom de Lafayette, mais il est beaucoup plus célèbre du côté américain que du côté français. Et du côté de Louis XVI, en réalité, les ministres du roi ont beaucoup compté, notamment Vergennes, pour nouer cette alliance. Évidemment, l'idée de la France était de prendre sa revanche contre la Grande-Bretagne, à qui elle avait dû céder toutes ses possessions américaines. C'était une façon de reprendre un peu pied de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans cette aide, c'est justement ce caractère un petit peu ambigu de toutes peut-être les grandes solidarités internationales. C'est que l'aide a profité directement aux Américains, l'aide militaire française. Mais voilà, elle a aussi importé l'idée que la monarchie n'était peut-être pas une fin en soi. Et cette jeune république, a donné des idées aussi aux révolutionnaires français. Et voilà, et à plus long terme, effectivement, on a eu un retour des choses à travers l'aide américaine aux Français dans les Premières et Secondes Guerres mondiales. C'est un peu tout ça qu'on raconte, cette épopée assez singulière, d'où est né ce curieux pays que sont les États-Unis. L'invention de l'Amérique, 4 juillet 1776, le Figaro Histoire, en kiosque dès demain. Quelques coups de cœur? Un coup de cœur, c'est une exposition magnifique sur la reine Caroline Murat, à Chantilly, au château de Chantilly, parce que la reine de Naples. Voilà, reine de Naples pendant 7 ans, un court septennat, 1808-1815. C'était la femme de Joachim Murat, fusillée en 1815, après la chute de Napoléon. Et c'était une femme amoureuse des arts, grande amatrice de tableaux, etc. Elle a financé sur sa cassette personnelle les fouilles de Pompéi avec son mari. Et donc, elle a fait énormément. On la voit qui pose sur l'affiche devant, évidemment, le Vésuve, symbole de leur éphémère pouvoir. Et tous les trésors à sa mort sont tombés dans l'escarcelle des Bourbons. Et le duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe, a eu la bonne idée d'épouser une de ses cousines Bourbon-Sicile, dont on a parlé récemment, je crois, dans l'actualité. Il revient dans l'actualité, la famille. Tout ça pour dire que les trésors de Caroline Murat, passés par les Bourbons-Sicile, ont été ensuite déposés par le duc d'Aumale dans son château de Chantilly, dont ils ne sont pas sortis. Et à l'occasion de cette exposition, ce sont d'autres œuvres d'art qui viennent à Chantilly pour se joindre au premier et former vraiment une collection magnifique de tout ce qu'on pouvait collectionner de beau, de chic, dans le goût de l'antique essentiellement, mais également donc des statues, mais également beaucoup de vues de toute la région de Naples, qui est, comme chacun sait, la plus belle baie du monde, avec ses îles, avec son volcan, avec ses fouilles extraordinaires qui ont révélé le monde antique grâce aux découvertes de Pompéi et d'Herculanum. Et donc c'est une exposition magnifique que je vous encourage à aller voir. Et une autre femme du 19e avec un destin assez héroïque, la duchesse de Berry. La duchesse de Berry, cousine du précédent, bon, je simplifie les liens généalogiques. La duchesse de Berry, belle-fille de Charles X, qui a épousé son fils aîné assassiné en 1820. Duchesse de Berry, qui a pris très à cœur son rôle de mère du futur Henri V, duc de Bordeaux, comte de Chambord, et finalement prétendant malheureux au trône de France. Le drapeau blanc. Et voilà, elle aussi grande amatrice d'art, grande femme d'art, et surtout son grand fait d'armes en 1832. Du haut de ses 34 ans, elle tente de soulever la Vendée pour installer son fils qui a seulement 12 ans sur le trône de France. Évidemment, l'histoire échoue, elle se retrouve prisonnière à Blaye, à la forteresse, elle accouche en prison d'un enfant qui n'est pas le fils du duc de Berry, mort 12 ans plus tôt, etc. Et l'histoire se prolonge jusqu'à sa mort en 1870. Une femme très audacieuse, à la fois très traditionnelle, parce que son but c'était de remettre un roi sur le trône de France, et en même temps très
très, très inattendue parce que d'une liberté personnelle absolument fascinante. C'est elle qui aurait dû régner. C'est elle qui aurait dû régner et on devrait lui consacrer un film. Ça viendra, une biographie pour l'instant aux éditions Perrin. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup Bérénice Villa, Simon Abkarian. Précipitez-vous au cinéma dès ce soir pour aller voir La bataille de Gaulle, l'âge de fer d'Antonin Baudry sur l'épopée gaulienne. La semaine prochaine, on parlera d'art, d'expo dans le prolongement de Geoffroy Caillet pour un nouveau club, le Figaro Culture. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.